Du Congo prospère de 1960 à la République ruinée de 2025, chronique d'un saccage organisé. Le jeudi 30 juin 1960, un géant s'éveillait. Ce jour-là, la République du Congo, que l'histoire rebaptisera plus tard Zaïre, puis République démocratique du Congo, accédait à l'indépendance dans une euphorie populaire mêlée d'inquiétude. L'inquiétude, parce que l'émancipation politique était brutale, presque improvisée. Mais l'euphorie, parce que le pays héritait d'une assise économique et d'un potentiel industriel que peu de nations africaines pouvaient revendiquer. Le Congo de 1960, un colosse économique en Afrique. En 1960, le PIB par habitant avoisinait les 450 $, un niveau comparable à certaines économies européennes du Sud. Les réserves de change dépassaient 40 millions de dollars, à l'équivalent de plus de 450 millions aujourd'hui. Des lingots d'or reposaient dans les coffres de la Banque centrale du Congo et du Rwanda-Urundi. La dette extérieure était marginale. Les mines du Katanga, entre les mains de l'Union minière du Haut-Katanga, irriguaient l'économie mondiale en cuivre, cobalt, uranium et manganèse. L'uranium de Shinkolobwe avait servi au projet Manhattan, plaçant le Congo au cœur des équilibres stratégiques de la guerre froide. Les diamants de la Miba et de la Forminière, l'or de Kilomoto, l'étain du Kivu complétaient cette manne. L'agriculture industrielle, avec les huileries levées et les plantations de café, cacao, coton et caoutchouc, faisait du pays un exportateur net vers l'Europe. Le réseau ferroviaire s'étendait sur près de 5000 km, les voies fluviales sur 14 000 km. Les ports fluviaux étaient actifs. Les aéroports de Léopoldville, Élisabethville ou Bukavu accueillaient déjà des lignes internationales. Sur le papier, le Congo belge de 1960 ressemblait à un petit Canada tropical. Immensité, ressources colossales, infrastructures modernes, faible endettement, monnaie stable. Mais un colosse aux pieds d'argile. Le paradoxe était cruel. Sur les 13 millions et demi d'habitants, moins de 20 Congolais possédaient un diplôme universitaire. L'administration, l'armée, les banques, les grandes entreprises restaient aux mains des Belges. Les Congolais héritaient du territoire, mais pas des leviers de sa gestion. Cette dépendance rendait inévitable la crise de juillet 1960. Le départ massif des cadres européens plongea le pays dans un chaos administratif, ouvrant la voie aux sécessions, aux ingérences étrangères et à la mise sous tutelle économique. La RDC d'aujourd'hui, d'un géant exportateur à un mendiant international. 65 ans plus tard, que reste-t-il de ce tableau? Nous avons les mêmes collines, les mêmes fleuves, les mêmes gisements. Mais l'État congolais est devenu un courtier en détresse de ses propres ressources. En 1960, les réserves de change appartenaient au pays. En 2025, la Banque centrale affiche des réserves volatiles gonflées artificiellement par des accords miniers à long terme signés à vil prix. En 1960, la dette extérieure était marginale. En 2025, elle se compte en milliards et hypothèque les budgets des décennies à venir. Les mines du Katanga sont toujours là, mais elles ne sont plus le moteur d'une souveraineté économique. Elles sont devenues la caisse de financement des puissances étrangères et des réseaux politico-mafieux internes. Le cobalt, ressource stratégique du XXe siècle, quitte le Congo brut sans transformation locale, reproduisant la dépendance de 1960, mais sans la stabilité monétaire ni la discipline administrative d'alors. Le secteur agricole, de l'autosuffisance à l'importation alimentaire. En 1960, le Congo exportait café, cacao, huile de palme, coton, caoutchouc. Les huileries du Congo belge étaient un modèle d'agro-industrie intégrée. En 2025, le pays importe poulet congelé, farine, riz, huile, alors qu'il possède 80 millions d'hectares de terres arables. Les filières agro-industrielles héritées de l'époque coloniale ont été abandonnées, pillées ou revendues à vil prix. Le Congo est passé du statut de grenier potentiel de l'Afrique à celui de marché captif pour les exportateurs alimentaires asiatiques et européens. Les transports. Du réseau intégré à la décomposition. En 1960, les ports fluviaux fonctionnaient. Le rail reliait les grandes régions. Les avions de la Sabena sillonnaient le ciel congolais. Les routes étaient entretenues. En 2025, le réseau ferroviaire est en ruine. Le transport fluvial est marginal. Le ciel congolais appartient à des compagnies étrangères.
Air Congo, né en 1971, symbole de souveraineté aérienne, a disparu après des décennies de mauvaise gestion et de prédation. Les bus urbains de Léopoldville ont laissé place à un chaos de taxis-bus vétustes. Un constat amer, la décolonisation n'a pas produit la souveraineté. En 1960, notre faiblesse venait du manque de cadres nationaux pour administrer un appareil économique solide. En 2025, nous avons une élite pléthorique, souvent formée à l'étranger, mais elle administre un appareil économique effondré. Nous sommes passés de un pays riche sans Congolais pour le gérer à un pays pauvre avec trop de Congolais qui vivent de sa spoliation. En 1960, nous avions les réserves, les infrastructures et les outils de production. En 2025, nous avons les dettes, la dépendance alimentaire et l'exportation brute de nos minerais. En 1960, les ports, les rails, les mines et les usines appartenaient encore à l'État ou à des sociétés sous contrôle belge. En 2025, ils appartiennent à des multinationales chinoises, canadiennes, sud-africaines ou à des fonds de pension étrangers. Conclusion. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est un système. L'histoire du Congo depuis 1960 prouve une chose. L'indépendance politique ne vaut rien sans souveraineté économique. Le drapeau, l'hymne, les frontières ne protègent pas un pays contre la prédation. Ce qui protège un pays, c'est sa capacité à contrôler sa monnaie, ses ressources, ses industries, ses transports, son agriculture. En 1960, nous avons hérité d'un trésor que nous ne savions pas gérer. En 2025, nous gérons un désert économique que nous continuons à hypothéquer. Il est temps de rompre avec cette trajectoire. Le Congo de demain ne pourra pas renaître sur les ruines actuelles en se contentant de réformes superficielles. Il devra reconstruire une banque centrale réellement souveraine, un appareil industriel national, un système ferroviaire et fluvial intégré, une agriculture de grande échelle tournée vers le marché intérieur, et une fiscalité minière qui transforme la rente en investissement productif. Sinon, dans 65 ans, un autre éditorial racontera la même histoire.